Eh bien, bonjour à tous et merci de votre présence et ravi de modérer la conférence la plus intéressante de ces 2 jours, de très, très loin. Donc vous pourrez partir après, rien ne sera comme aujourd'hui, comme maintenant. Et c'est surtout grâce aux intervenants qui sont là pour animer pour intervenir sur cette table ronde. Voilà, donc pour faire vite, moi je suis Fabien Guès, votre serviteur, cardiologue à Paris, et j'anime l'émission Check-up Santé sur BFM. Alors, on va évoquer avec vous ce sujet qui est très important des données de santé et de leur usage, mais je sens que l'assistance est diverse et variée, donc peut-être que je vais faire une toute petite introduction pour faire un point sur les données. En fait, quand un médecin vous prend la tension, quand un cardiologue vous fait un électro, quand un laboratoire vous fait une prise de sang, quand un radiologue vous fait une radio, donc il va recueillir, quand un laboratoire fait une étude clinique, on va avoir des informations. Et ces informations, à l'époque, on les mettait sur une fiche carton, sur un papier. Et depuis donc l'arrivée des nouvelles technologies, on va pouvoir avoir ces informations, ces données, on appelle ça des data aussi, et ces données, donc on va les traiter pour, évidemment, pour s'en servir et puis pour améliorer, en finale, la santé des patients. Ces données, elles vont être traitées par une collaboration entre différents acteurs de santé, l'industrie, la recherche, le public, les médecins libéraux. Et donc on va justement démarrer donc cette table ronde avec les experts. Donc Stéphanie Alassonnière, qui est professeure à l'Université Paris-Cité, qui dirige la chaire Prairie. Dans Prairie, il y a AI au milieu, qui veut dire intelligence artificielle. Et elle va pas le dire, mais elle est considérée comme la meilleure mathématicienne de France et de Navarre, c'est vrai. Tout le monde le dit. Donc Isabelle Lafort, qui est directrice digitale transformation et innovation chez AstraZeneca, administratrice COFAS. Romane Hossein-Consari, qui a failli rater la conférence, qui est professeur des universités à la PHP à Necker, qui est chirurgien maxillofacial et qui est directeur médical du Health Data Hub. Julien Chemoul, qui est cofondateur de Medintex et rhumatologue en libéral. Et enfin, Alexandre Templier, qui est président de Quinten Health. Voilà, donc Stéphane, on va commencer par Stéphanie. Alors, quand on parle j'ai parlé tout à l'heure de collaboration, de transversalité, en fait, ça tombe bien puisque vous dirigez la chaire santé Prairie Institute, institut qui est un institut pluridisciplinaire, c'est bien ça? C'est un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Donc, c'est suite au rapport Villani en 2018, il y a eu la création de 3 IA, donc Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, dont celui à Paris, qui est Prairie, et qui a 2 axes majeurs en termes d'application et d'interdisciplinarité, la santé, dont moi je m'occupe, et tout ce qui est véhicule autonome, qui est porté par nos partenaires industriels. On a des partenaires industriels aussi au niveau de la santé, évidemment, avec des acteurs de la pharma et des petites startups qui ont rejoint aussi l'Institut. L'Institut s'est créé autour de ce besoin de mettre en relation les industriels, les médecins et les chercheurs. Donc moi, j'ai une chaire de recherche dans l'Institut et je suis directrice adjointe, on dit directrice adjointe en français, de l'Institut en charge de la santé. L'idée était véritablement de favoriser les ponts entre ces 3 piliers qui finalement vont du terrain au terrain. Quand on a le besoin, on le remonte en recherche, en développement, et puis on revient au terrain. Alors évidemment, toute cette recherche, tout ça, c'est finalement pour arriver au médecin qui est au bout de la chaîne, et le médecin qui profite ou qui devrait profiter justement de ces données de santé. Est-ce qu'il est formé pour ça? Non. Alors malheureusement, on a pour l'instant un petit sujet sur la formation. Donc on essaye à l'Université Paris-Cité justement de former tous les acteurs. Vous avez créé un DU, c'est ça? On a créé un diplôme universitaire, exactement. Donc la chaire IA et santé de l'Université Paris-Cité porte un DU qui a pour but de former en transdisciplinarité. Donc chaque thématique est abordée sous trois vues, les 3 pans du prisme, la partie technique et mathématique,
la partie médicale et la partie éthique, réglementaire et business aussi, parce qu'évidemment, il y a un business aussi qui peut se faire avec le partage des données de santé et leur utilisation. Et donc, on a 15 thématiques qui sont à chaque fois vues sous ces 3 angles. Romane en porte une, on a de l'imagerie médicale, mais on a aussi... D'ailleurs, il n'y a pas que des médecins dans ce DU. Ah non, il n'y a pas que des médecins. On a des personnes qui viennent d'un cursus plutôt ingénieur, technique ou R&D industrie. Et puis on a aussi des gens qui viennent. On a formé une personne de la CNIL, on en a encore une cette année dans nos étudiants. On a des gens qui viennent des filières réglementaires de l'industrie aussi. Alors Julien Chemoul, donc vous êtes rhumatologue, donc vous pratiquez en libéral. Est-ce que vous allez contredire Stéphanie sur l'utilisation des données par les médecins? Non, pas vous du qui êtes tout. dans la vraie vie? Ouais, pas du tout. Du coup, effectivement, du côté libéral, il y a une grosse attente de cette utilisation des données de santé. Pour rappeler, pour donner une petite précision sur les données de santé, il y a l'utilisation primaire de la data, donc c'est-à-dire ce qu'on va utiliser concrètement pour soigner le patient, et tout ce qui est utilisation secondaire, c'est-à-dire comment on va utiliser cette data pour améliorer la recherche, l'organisation des soins, avoir des nouvelles idées thérapeutiques. Et donc, effectivement, en libéral, chez les médecins libéraux, il y a une grosse attente de cette data. Il y a une quantité d'offres qui diminue, un nombre de médecins par rapport en rhumato, on est 2500 en France, avec une population qui vieillit, la moyenne d'âge de 50 ans, donc on attend beaucoup de la data pour optimiser. Ce qui entraîne une errance thérapeutique. Oui, ce qui entraîne tout à fait une errance thérapeutique. Et en fait, on voit que cette attente, elle est aussi tout à fait là du côté patient. C'est-à-dire que les patients, quand ils viennent en consultation, les chiffres récents de l'Agence du numérique en santé montrent que 77% des patients attendent quelque chose de positif de la data. Et donc, il y a une attente forte de l'un et de l'autre pour se réunir autour de ça et optimiser notre système de santé. Donc, vous avez développé quelque chose pour améliorer cette errance thérapeutique? Alors, effectivement, une des expériences. Donc moi, je suis rhumatologue libéral et je travaille dans le centre de référence des maladies vectorielles à tic. Et dans ce centre de référence, on a une population qui est une population de patients qui ont une grande errance thérapeutique, 3 ans en moyenne. Et sur ces patients-là, nous, on a réussi, alors que la majorité de ces patients n'ont pas de maladie de Lyme, on arrive à réduire cette errance thérapeutique. Et en fait, on arrive à trouver leur diagnostic dans plus de 90% des cas, alors qu'il n'y a pas de maladie de Lyme. Et comment on fait? En fait, donc c'est une histoire qui parle de la data même, c'est-à-dire qu'on va prendre 1 heure de consultation et sur cette heure de consultation, on va fouiller dans les valises d'examen de ces patients. C'est-à-dire que les patients ne savaient pas ce qu'ils avaient. Ils allaient de médecin en médecin pendant 3 ans avec une valise remplie d'examens. Et nous, juste en prenant le temps, en fouillant ces examens, on trouve ce que c'est. Donc ça, je trouve que ça représente bien la donnée. C'est-à-dire qu'on a une somme de données qu'on trimballe avec nous, qui nous correspond, qui parle de notre santé, mais qu'il faut arriver à analyser, interpréter pour pouvoir tirer le meilleur de ces consultations. Alors, Alexandre Templier, vous êtes président de Quinten Health. On parle de collaboration aujourd'hui. Cette collaboration, elle était importante pour vous. Et avec qui? Extrêmement importante, oui. Je pense qu'on Alors, dites tout ce que vous faites d'abord. Alors, ce qu'on fait, on fait de l'exploitation stratégique des données de santé. Donc, on est effectivement dans le sujet. Ce qu'on fait, c'est qu'on décrit pour comprendre ce qui se passe dans la donnée, ce qui se passe sur les phénomènes que décrive la donnée. On modélise pour prédire, simuler. Et simuler pour prendre de meilleures décisions. Alors, ça peut être des décisions thérapeutiques quand on développe des outils pour les médecins. Nous, en ce moment, on développe plus des outils pour l'industrie. Alors, quand on parle d'exploitation stratégique, c'est pour prendre des décisions stratégiques. Alors, stratégie thérapeutique, stratégie industrielle, ça peut être aussi des stratégies et des décisions de santé publique. On parlait de l'errance thérapeutique. Il y a des maladies, et pas forcément des maladies rares, des maladies chroniques notamment, qui sont sous-diagnostiquées, massivement sous-diagnostiquées. Je pense à la bronchopneumonie obstructive chronique. On appelle BPCO, bronchopneumopathie obstructive. Voilà. 6 millions de patients, 2,8 diagnostiqués. C'est dire à quel point la maladie est diagnostiquée quand on pense au fardeau que c'est. Donc, voilà. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on développe des outils à partir de ces données de santé pour éclairer les décisions. Aujourd'hui, beaucoup des industriels, demain, des médecins pour mieux traiter les patients. Alors, Isabelle Laforgue, vous êtes industrielle.
de la pharma, une big pharma, AstraZeneca. Donc, là aussi, vous êtes complémentaire de ce que fait Alexandre Templier. Bah, exactement, la donnée de santé, comme l'a décrit Alexandre, pour un groupe pharmaceutique, c'est important pour orienter des décisions, pour comprendre une maladie, comprendre un parcours de soins. Nous, chez AstraZeneca, ce qu'on fait aussi, c'est travailler avec des startups qui accèdent, elles, à la donnée de santé et qui ont ensuite la technologie, les compétences. Comme l'a dit Stéphanie, ensuite, il y a tout un art mathématique pour faire parler ces datas. Et on s'appuie beaucoup sur l'écosystème qu'on rencontre aujourd'hui dans ce salon, qui est capable d'exploiter cette donnée pour ensuite, vous allez les voir, il y a beaucoup de cas d'usage, comme on dit dans le domaine. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de mieux dépister, diagnostiquer des patients, les accompagner aussi dans l'observance de leur traitement. On est beaucoup sur des maladies chroniques, et donc arriver à continuer son traitement tout au cours de sa vie, c'est aussi un élément important. Donc c'est sur ces thématiques-là que nous, on réfléchit en tant qu'industriels. Et un autre élément qui a déjà été évoqué par Stéphanie sur le domaine académique de cet enjeu d'avoir un collectif de compétences. Nous, on croit aussi beaucoup au collectif industriel sur l'enjeu de la donnée de santé. C'est un truc très complexe. Je pense que déjà, quand on voit la diversité de profils sur cette table, on comprend que c'est un sujet qui est très plurifactoriel. Et nous, notre conviction à AstraZeneca, c'est qu'il faut, sur certains sujets, dépasser la posture compétitive industrielle pour mutualiser les efforts. Et en particulier, on a rejoint un consortium qui s'appelle Agoria Santé, qui vise, pour accéder à la donnée de santé, de mutualiser des efforts, en particulier technologiques et réglementaires. C'est un peu barbare, mais en gros, si à plusieurs, on décide de tous construire ces fameux entrepôts de données de santé, on va être un petit peu inefficace. Donc nous, on propose de mutualiser une grande partie des investissements technologiques. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que les gens qui donnent l'accès à cette donnée de santé, et c'est important qu'elle soit régulée, c'est pas le Far West, la donnée de santé, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement réglementé pour y accéder. Néanmoins, ça peut être utile d'être ensemble avec des règles communes pour faciliter ces accès, pour mieux discuter avec la CNIL, avec la CNAM, pour ne pas épuiser le système dans l'accès à cette donnée de santé. Justement, Alexandre Templier, d'où viennent ces données que vous utilisez? Ça dépend de quelles données on parle. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup des données de vie réelle, là, qui s'appellent comme ça parce qu'on parle de données de vie réelle en contraste avec les données d'essais cliniques. Donc, des données de recherche, des données expérimentales, en effet, comme vient de le rappeler Stéphanie. Les données de vie réelle, elles viennent du soin, beaucoup, des prises en charge. Ça peut être des données médico-administratives, ça peut être des données générées par le soin dans les dossiers médicaux informatisés, ça peut être des données de registre aussi, collectées par les sociétés savantes. Il y a énormément de sources de données de vie réelle différentes. Isabelle Laforgue, vous, voilà, c'est encore à vous. Ces données, la CNAM, c'est un véritable trésor de guerre de données. L'industrie s'est souvent plaint de ne pas avoir accès à ces données. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, la CNAM, effectivement, elle possède une base de données qui s'appelle le SNDS, pour le Système national des données de santé, qui est en fait à la base les données de remboursement de l'assurance maladie, et donc qui sont issues du système de soins pour soigner les gens. C'est ça, initialement, à quoi sert le SNDS. Mais on s'est aussi rendu compte, le mot trésor de guerre, je vous le laisse, mais c'est vrai que c'est un actif extrêmement remarquable pour la population française, parce qu'on a une exhaustivité du parcours de soins dans cette base de données. Elle est accessible, cette base de données. Elle est accessible en particulier parce que le gouvernement a mis en place le contexte réglementaire pour y accéder. Ensuite, c'est vrai que c'est encore un peu long de parcourir toutes les étapes pour. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on prenne conscience que le système de soins français a un actif assez unique dans le monde. Ensuite, maintenant, il faut faire tous les efforts pour qu'on en tire toute la valeur collectivement. Alors, Roman Hossein-Consari, vous avez un bond de retard pour un... Non. Donc vous êtes plutôt dans le public et vous êtes aussi directeur médical du Health Data Hub. Vous pouvez nous dire ce que fait le Health Data Hub? Oui, alors moi je suis ici en tant que directeur médical du Hub, qui est une structure publique, comme vous l'avez dit, qui a été créée aussi dans les suites du rapport de Cédric Villani. En fait, toutes les discussions qu'on vient d'avoir, elles soulignent vraiment de manière très pertinente l'intérêt de cette structure. En fait, si on veut travailler sur les données, c'est pas quelque chose d'abstrait, les données. Il faut les avoir, donc il faut avoir accès à ces données. Et comme l'ont souligné les différents interlocuteurs, c'est pas toujours très simple. Le Health Data Hub a été créé en 2019 sur la base d'un triple constat. La première, c'est l'importance de l'utilisation secondaire des données de santé. Nous, on est dans le monde de l'utilisation secondaire, c'est-à-dire des données qui ont été générées pour les soins, pour des essais cliniques, et qu'on veut réutiliser pour autre chose.
Donc cette utilisation, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'elle est très riche. Elle peut aider à comprendre des phénomènes, mais elle peut même aller jusqu'à sauver des vies en améliorant des parcours de soins. Enfin, il y a vraiment des choses fondamentales à faire pour qu'on traite mieux les patients avec l'utilisation secondaire des données. Le deuxième constat, comme l'a dit Madame, c'est qu'on a un patrimoine de données très important en France, le SNDS, mais aussi d'autres choses, les entrepôts de données des hôpitaux, les registres, les données des cohortes. On a un patrimoine qui est épars, dont l'accès est parfois compliqué et où souvent les porteurs de projets sont un peu perdus en fait devant les différentes modalités d'accès. Donc il y a un travail d'homogénéisation à faire et c'est une des missions du hub d'être une autorité régalienne d'aide à l'accès à l'ensemble de ces données. Et le troisième constat, c'est qu'il y a des gros chantiers encore à entreprendre. Comme l'a dit mon confrère, il y a un travail d'acculturation à faire auprès de tous les praticiens pour souligner l'importance de l'accès aux données de santé. Et puis, il y a beaucoup d'argent aussi à mettre pour construire des outils de récolte de données, des outils de construction de corps, des outils de construction de registres. Donc, tout ça ensemble, c'est les missions du hub. En fait, la mission du hub, le cœur de la mission du hub, c'est de favoriser l'utilisation secondaire des données de santé par différentes actions qui vont du soutien à la construction d'outils de récolte de données jusqu'à des actions politiques entre guillemets, de lobbying positif pour faciliter l'accès aux différentes bases, pour encourager les gens à mettre les données ensemble, à construire des entrepôts nationaux. Donc notre mission, en 2 mots, c'est donner les moyens aux scientifiques, aux médecins, aux entreprises, aux chercheurs et aux citoyens, en fait, même aux associations de patients, d'accéder à ces données secondaires et d'optimiser leur utilisation. Stéphanie, on a fêté il y a quelques jours les 2 ans de Mon Espace Santé. Est-ce que c'est un progrès? Est-ce que ça permet là aussi de pouvoir retirer des données, les analyser et avancer? Donc, je ne sais plus qui a décrit l'utilisation primaire et l'utilisation secondaire. Mon espace santé a été créé pour de l'utilisation primaire. Et l'utilisation de ces données-là, pour l'instant, est cantonnée aux soins. Évidemment, le jour où on pourra surfer sur cette vague et avoir la mise en lien de ces données qui sont sur mon espace santé avec les autres données qui vont être collectées dans le cadre de cohortes, registres, le SNDS évidemment, et puis d'autres, et bien là, on sera en mesure d'avoir des données extrêmement riches. On n'en est pas encore là. Alors moi, j'ai passé 6 mois à travailler sur le rapport Marchand-Harvier, utilisation secondaire des données de santé. On n'est pas encore là pour 2 raisons. La première a été mentionnée, le goulot d'étranglement pour l'accès aux données, c'est long, c'est difficile, c'est parfois très décourageant. Mais l'autre raison, c'est la petite réticence des gens à partager leurs données. Et donc, pour l'instant, mon espace santé... Des patients? Les patients, pardon. Enfin, ils ne sont pas patients, pas forcément. De nouveau, ils ne sont pas forcément malades. Quand on va faire un examen de laboratoire médicaux pour pouvoir aller faire un cross dans une commune, on a besoin d'un bilan de santé, un certificat médical. Donc en fait, on a des choses qui sont mises. On n'est pas malade. On est juste en train de vouloir faire du sport. Mais quand la personne arrive chez le médecin, c'est le patient. C'est le patient. Malade. D'accord. Oui. Donc on peut l'appeler patient alors. Disons que l'idée, c'est que si tout de suite on leur dit vos données vont être utilisées de manière un petit peu foisonnante, ça peut faire craindre aux patients qu'il n'y aura pas de contrôle sur là où ce sera, ce qu'on va en faire, etc., etc. Donc pour l'instant, mon espace santé est resté sur l'utilisation primaire. Si on arrive à le faire passer sur aussi l'utilisation secondaire, ce sera parce qu'on aura réussi à informer et former les patients, tout comme on aura informé et formé les praticiens. Et puis aussi qu'on aura un portail de transparence que la mission espère porter par le Health Data Hub, avec un unique endroit où chacun sera en mesure de savoir dans quel projet de recherche, public ou privé, ces données auront été intégrées. Et pourra s'opposer de manière très constructive, puisqu'il y aura un seul portail où tout sera référencé. Alexandre Templier, donc vous qui gérez pas mal de données, vous avez pas mal de cohortes. Il y en a une qui est assez récente, c'est la cohorte Constance, c'est ça? Avec plus de 200 000 patients adultes. Absolument. Je ne savais pas que c'était Paris-Cité. D'accord. Ah oui, Marisin, c'est Paris-Cité, en effet. Et effectivement, on a négocié avec Inserm Transfer, mais beaucoup aussi avec Marisins, évidemment. Une très belle cohorte, en effet, avec qui nous sommes ravis de travailler.
qui est une cohorte qui contient des données sur 220 000 adultes représentatifs de la population française, suivis depuis plus de 10 ans. Cette fois-ci, malade ou pas malade? Alors non, là ce sont des citoyens. D'accord. Donc ils ont tous évidemment un numéro de sécurité sociale et les données sont chaînées aux données du SNIRAM, du PMSI et du Registre national des décès d'ailleurs. Et effectivement, cette cohorte est extrêmement riche et on a pour objectif avec Constance donc, de développer des modèles par pathologie qui vont permettre de mieux appréhender, mieux comprendre l'hétérogénéité des patients, pour le coup, leur progression dans le temps, la manière dont ils sont pris en charge, parce que ces 3 grandes dimensions que je viens de citer sont à l'origine d'un très grand nombre d'incertitudes sur les décisions thérapeutiques qui sont prises, mais aussi sur le développement des produits de santé. Si c'est très compliqué aujourd'hui de réguler les produits de santé du point de vue des risques, bénéfices-risques, etc., et de la prise en charge économique, c'est précisément parce que les données expérimentales dont on parlait tout à l'heure, les essais cliniques, ne sont réalisés que sur un temps court, une petite diversité et au mieux un comparateur. C'est dire l'intérêt des modèles qu'on est en train de développer avec Constance, mais aussi avec Unicancer sur le cancer du poumon. Justement, vous ne collaborez pas seulement avec l'industrie pharma, vous collaborez aussi avec d'autres institutions et instituts comme Unicancer. Absolument, oui, c'est un écosystème. Hein, et j'allais dire, même les éditeurs également de dossiers médicaux informatisés sont extrêmement importants. Un jour, ils parleront peut-être le même langage. Là, aujourd'hui, ce n'est pas super interopérable, mais un système de santé apprenant, parce que finalement, c'est ça qu'on appelle de nos voeux. C'est des pratiques médicales qui s'améliorent au fur et à mesure. Ce n'est pas de l'expérience qui s'évapore comme aujourd'hui. C'est comprendre ce qui marche pas au fur et à mesure quand même. Mais si on apprend des choses qu'on n'est pas capable de réinjecter dans le système, un système apprenant mais qui n'est pas agissant, c'est quand même limité. Or, il faut un dénominateur commun. Et c'est ça, je pense, l'étape d'après. Il faut apprendre sur des données qu'on va trouver partout. Parce que si on apprend sur des données qui sont super précises, mais uniquement collectées dans un hôpital, on n'a aucune chance de déployer les usages qui vont en découler dans tous les hôpitaux. Donc là, il y a aussi un compromis intéressant. Donc un intérêt d'interopérabilité, c'est ça, de standardisation des données? Il y a, je pense, un rêve que tout le monde a, je pense, hein, c'est la convergence. Ouais, après, il faut être réaliste. Stéphanie? Oui, ça fait partie des recommandations du rapport. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si on veut pouvoir utiliser des données, il faut qu'elles correspondent. Il ne faut pas que la taille des enfants chez certains pédiatres soit prise en centimètres et soit prise en mètres de l'autre côté. La machine, elle va voir 2 chiffres qui n'auront aucun rapport. Il y a un moment, il faut qu'il y ait une standardisation. Alors évidemment, ce n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut, sur des choses assez bêtes, arriver à des choses, des aberrations dans le traitement numérique de la donnée. Si vous avez des données qui sont de l'ordre de la centaine ou des données qui sont de l'ordre de l'unité, la machine verra vraiment 2 populations. Et en fait, ce qu'elle verra, c'est qu'il y a 2 types de pédiatres, ce qui n'est pas très intéressant en soi. Julien et Roman, vous qui êtes au bout de la chaîne avec le patient, est-ce que vous sentez une certaine réticence du patient au sujet autour de ces données de santé? Enfin, parfois, il ne sait même pas qui va... Alors, sur ce point, il y a des études à l'échelle européenne. Il y a eu une consultation européenne sur l'envie des patients de partager leurs données. Généralement, quand l'information est bien faite, il y a très peu de réticence au partage. Je dirais que la réticence, elle est... Avec un patient qui arrive avec son smartphone et qui va balancer toutes ces données. Oui, alors ça, c'est un paradoxe sur lequel c'est compliqué de revenir dessus, mais souvent, il y a une focalisation sur la sensibilité des données de santé qui est justifiée, mais une absence de focalisation sur la sensibilité d'autres données qui est parfois un peu laxe. Non, par contre, c'est vrai que la réticence, elle existe aussi du côté des soignants, parce qu'il y a un sentiment de propriété vis-à-vis des données de santé, parce que c'est pour des bonnes raisons, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de financement pour récolter les données. Beaucoup de soignants construisent des registres avec de l'huile de coude, et quand on leur dit maintenant vous partagez à tout le monde et tout le monde peut utiliser vos données, ils disent non, moi je veux d'abord fructifier pour mon travail, faire mes publications et après je partagerai. Donc il y a tout un travail à faire, un travail culturel et aussi un travail de soutien de l'État à différentes initiatives de collecte de données qui sont jugées pertinentes avec des critères de qualité pour secondairement favoriser le partage. Mais c'est vrai que le réflexe propriétaire, c'est un des enjeux sur lesquels on travaille avec des moyens à la fois culturels et des moyens financiers. Julien? Ouais. Je crois que pour comprendre ces questions, si je ne me trompe pas, il me semble qu'en France, il y a à peu près 172, ce que j'avais vu, bases de données différentes qui doivent être réunies ensemble pour être interprétées ensemble. Il y a eu un rapport de l'Institut Montaigne qui est sorti il y a une semaine. Non on peut en discuter, je ne sais pas, je le trouve intéressant, mais bon, on peut en discuter. Ah ouais?
Alors, il y a un meilleur rapport qui le dit mieux. Mais alors, du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que parmi les défis qui étaient soulevés, mais c'est peut-être les mêmes défis du coup, c'est qu'il y a des défis, désolé, hein, il y a un défi qui est un défi économique, un défi qui est un défi juridique, un défi qui est technique et un défi citoyen. Et donc effectivement, dans ce défi citoyen, la question est celle de la confiance. Et effectivement, c'est celle de la confiance du citoyen et la confiance du médecin. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la confiance du citoyen est très forte envers celle de son médecin et toujours assez forte envers ses données de santé de manière générale et sa gestion. Mais moi, alors ça c'est une impression, hein, mais c'est que cette confiance, elle tient à certaines choses, mais elle peut être érodée avec le temps. C'est-à-dire qu'on a des informations régulières qui arrivent sur des fuites de données de santé ou autres, et que le médecin peut être un bon intermédiaire entre le citoyen et la data. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que la formation est peut-être l'enjeu numéro un, et dont la formation des médecins et des citoyens. Justement, donc formation des médecins, bien sûr, mais comment former les patients Alors ça, c'est plus ou compliqué. les citoyens? C'est plus compliqué parce qu'il y en a plus. Hein, Oui. voilà. Et pour Est-ce qu'il y a des campagnes d'information, de communication autour de il y ça a des ou pas? campagnes un peu, mais je trouve assez peu. Je sais que le HDH a fait une campagne pour les Oui. enfants aussi. Oui, alors sur ce point, au HDH, on a une direction citoyenne qui est dédiée à développer la culture de la collecte et du partage et de l'importance des données de santé auprès des citoyens. Donc, un des membres fondateurs du HDH, c'est France Asso Santé, qui regroupe beaucoup d'associations de patients. Et on travaille, la direction citoyenne travaille régulièrement avec des associations pour leur expliquer qu'il y a une vertu au partage et pour les informer sur la notion d'intérêt public liée au partage des données de santé. Et ça marche bien. Je veux dire, on a des résultats et on a, je pense, contribué depuis 2019 à augmenter notre capital confiance en tant qu'organisme public auprès des associations de patients et donc auprès des patients. Isabelle Lafont. Donc chez Astra, on a vu que vous collaboriez avec l'industrie, avec des boîtes comme celle d'Alexandre Templier. Mais est-ce que vous aussi vous collaborez avec des instituts publics? Alors oui, on travaille de toute façon avec tout l'écosystème parce qu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas du tout être exclusif dans cette démarche-là. Pour revenir sur l'enjeu de formation, c'est vrai qu'effectivement la formation du citoyen est très importante. Il y a la formation du professionnel de santé quand même après. Nous, une observation qu'on a... Est-ce qu'un laboratoire pharmaceutique peut participer à la formation de médecins ou pas? Alors, Sur certaines réserves, avec certaines réserves. Sur certaines réserves. L'exemple, l'illustration, nous on organise depuis maintenant 2 ans, donc on va dire que c'est un événement récurrent, une webconférence qui s'appelle Parlons IA, qui traite de la décision médicale en pneumologie grâce à l'intelligence artificielle. Parce que effectivement, il faut que le patient soit convaincu, il faut que le patient accepte de donner sa donnée de santé. Et en début de chaîne, il y a le médecin pour le convaincre, et puis en fin de chaîne, il y a le médecin pour utiliser ce que la technologie met à disposition. Et c'est vrai que le constat quand même qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la technologie est mature. En revanche, l'usage, l'appropriation par le système de soins au sens large, je pense, n'est pas encore tout à fait là. Et donc cette conférence qu'on organise, Parlons IA, l'idée, c'est d'arriver à se faire rencontrer des mathématiciens et des médecins pour arriver à comprendre quelles sont les opportunités pour le médecin aujourd'hui dans sa pratique, mais dans sa pratique vraiment quotidienne, pas uniquement des experts, pas uniquement, comme le disait Alexandre, des médecins qui sont dans une expérimentation. En fait, c'est comment est-ce que tous les patients, et à quel moment tous les patients vont pouvoir bénéficier de cette technologie, de cette intelligence artificielle, de cette mathématique appliquée à la donnée de santé. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, si vous baladez dans les traverses du salon, vous allez voir qu'il y en a beaucoup des technos. La vraie question qu'on peut se poser, c'est à quel moment est-ce qu'elle rentre dans le quotidien du parcours de soins et du parcours de soins au sens large. Et donc, effectivement, il y a des enjeux d'interopérabilité. Parce que si chaque hôpital a sa techno pour faire du télésuivi, du monitoring, ben, ça peut être compliqué. Ou alors, il faut qu'il y ait des standards de data, des standards d'interopérabilité entre les systèmes. Et donc, l'enjeu de la formation, il est large. Il doit être adressé à notre modeste échelle, effectivement, dans ce genre de démarche, de se faire raconter l'histoire par un mathématicien, un médecin, par les études aussi. À quel moment est-ce que les médecins sont formés à cet animal qu'est la mathématique en médecine? Parce que vraiment, l'enjeu
aujourd'hui, encore une fois, il n'est pas dans la tech. Oui, il y a l'interopérabilité, les entrepôts de données de santé, la réglementation, il est dans l'usage. À quel moment ça devient massivement une réalité pour les patients? Stéphanie, on parle beaucoup de cybersécurité. Il y a donc aussi un problème quand même de sécurité sur les datas. C'est peut-être ce qui effraie peut-être les patients. Alors oui, je pense qu'il y a ça qui effraie les patients. Après, les choses sont en train de se mettre en place. L'ANSSI a défini une norme qui s'appelle le Secnum Cloud, qui devrait être une norme qui a toutes les garanties de sécurité pour que les données soient hébergées, transférées et processées localement sur le cloud de manière effectivement 100% sûre. L'idée est d'avoir quelque chose qui soit efficace et qui fasse l'adhésion. Je vais vous donner le contre-exemple et je pense que Roman est d'accord. Le HDH pour l'instant est hébergé par Azure, qui a toutes les garanties techniques, qui a, je pense aussi, toutes les garanties de sécurité, mais il n'a pas l'adhésion. Et donc, il manque un pied fondamental qui est l'adhésion. Et donc, l'idée, c'est de justement permettre au HDH d'avoir maintenant un hébergeur Secnum Cloud qui fasse consensus et qui rassure tout le monde, à la fois les professionnels de santé qui ne vont pas se dire « Oh là là, mais mes données, où est-ce qu'elles vont aller partir chez Google ou Microsoft ou je ne sais qui et qu'est-ce qu'ils vont en faire ?» Les patients qui, même s'ils déballent leur vie parfois sur certains réseaux sociaux, ont une crainte sur leurs données de santé parce que le jour où ils disent qu'ils ont la grippe sur Google en cherchant les symptômes, ça, c'est pas grave. Mais le jour où on leur confirme qu'ils ont la grippe, mais c'est un médecin qui la confirme, d'un seul coup, ça devient une donnée un petit peu tangible et dangereuse. Enfin, en tout cas, en termes de partage. Du coup, il faut rassurer tout le monde. Et l'idée étant vraiment d'avoir un vrai consensus autour d'un outil efficace et sûr. Roman, vous vouliez répondre? Oui, c'est sûr que l'enjeu de confiance, c'est un enjeu fondamental parce que parfois, il arrive au-dessus des arguments rationnels sur la réalité du risque ou la réalité de la sécurité. Il y a toujours une balance bénéfice-risque à considérer. Il y a aucun cloud qui sera 100% sécurisé et 100% garanti contre une intrusion, c'est vrai. Mais il faut aussi évaluer le bénéfice, c'est-à-dire la réutilisation des données. Est-ce qu'on peut en tirer pour améliorer la vie des patients, améliorer les soins? Il y a certains choix qui ont été faits, si on parle de l'exemple du Health Data Hub, comme l'a souligné Stéphanie, il y a certains choix qui ont été faits en 2019 qui étaient des choix raisonnés sur des bases scientifiques, mais qui ont eu, c'est vrai, un problème d'adhésion du public et des professionnels. Et donc maintenant, on est en train de réajuster le tir pour retrouver un capital de confiance lié à ces choix. Mais c'est vrai que c'est souvent des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut mettre sur la table en termes mathématiques sur la sécurité. Il faut construire une relation de confiance avec les utilisateurs et les soignants sur ce point. Mais je dirais qu'il faut toujours mettre en avant d'abord l'intérêt des patients et l'intérêt scientifique. Alors, il nous reste que 5 minutes. Pour finir, je vais poser la même question à tout le monde. Alexandre, les données, on sait ce qu'on peut en faire, on les traiter, etc. Comment voyez-vous cette évolution de l'utilisation des données dans les 10 ans? Qu'est-ce qui va changer dans les 10 ans? Alors, on peut avoir plusieurs rêves et plusieurs visions. Hein, il y a tellement de choses à faire. Moi, je vous parlais du rêve que nous partageons chez Quinten Health. On pense que la médecine personnalisée, drivée par la donnée, ne va pouvoir passer à l'échelle que par des modèles de référence par pathologie, parce que chaque pathologie est très différente. Donc, notre rêve, c'est de voir les acteurs, notamment les acteurs industriels, s'allier autour d'initiatives telles que celles que nous avons lancées, et nous ne sommes pas les seuls, bien heureusement, fort heureusement, pour développer des modèles de référence qui vont permettre de mieux comprendre l'hétérogénéité, la progression, la prise en charge dans une maladie donnée. Ça va permettre de développer de meilleurs produits plus vite, de les mettre plus vite sur le marché, et ça va aussi permettre de développer des usages pour les médecins et même pour les patients, parce que tout le monde a ce besoin-là. Stéphanie, il a placé la barre très haut, là, donc il faut... Non, alors moi, dans 10 ans, ce que j'aimerais, c'est que on utilise un algorithme dans un cabinet médical de la même manière qu'on utilise le stéthoscope. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de différence, les choses auront été acceptées, la régulation aura été faite, la réglementation se sera adaptée, et finalement, ce sera un outil parmi d'autres dans la prise en charge au quotidien des médecins. Julien? Moi, mes rêves, il y en a deux. C'est un, l'amélioration peut-être de la qualité globale
de la data sur certaines études. Je pense particulièrement dans la maladie de Lyme, les recommandations des pays du Nord. On utilise dans les recommandations des données qui datent de 1985 pour dire qu'il y a certains endroits, c'est pas l'essentiel des recommandations, mais pour dire qu'il y a certains endroits où on a plus besoin de données de qualité. Et puis la deuxième chose, c'est le temps de consultation avec le patient, optimiser la prise en charge, l'organisation du système de soins et de la consultation pour avoir plus de temps avec le patient. Augmenter le temps patient. Roman ? Oui, moi je dirais dans la suite de ce qu'a dit Stéphanie, qu'on a eu en médecine une période où on a découvert l'anatomie, on a exploré l'anatomie interne des patients. Après, c'était l'ère de la clinique, la description des symptômes. Après, on a eu la biologie moléculaire, la génétique. Et aujourd'hui, on arrive dans l'ère de la donnée massive. Et notre objectif, c'est que, comme disait Stéphanie, les outils qu'on va développer grâce à ce travail sur les données deviennent des outils quotidiens du travail clinique des praticiens et qu'on puisse, en consultation, appliquer des outils qui dérivent de données qui viennent de centaines de milliers de patients et le résultat de modèles qui nous décrivent l'histoire naturelle et qui nous permettent de prédire ce que vont devenir les patients. Donc, je pense que le rêve, ce serait d'avoir à notre disposition, en consultation, des outils prédictifs qui nous permettent de faire de la médecine personnalisée sur la base d'un travail massif qui exploite les données de toute la population. Vous qui êtes professeur des universités, Stéphanie nous parlait de son diplôme d'université. Il faudrait peut-être généraliser ça dans toutes les universités de France, non ? Alors, il y a effectivement des petits, et puis il y a aussi d'autres formations. On a un diplôme interuniversitaire de réutilisation des données de santé avec Bordeaux, Marseille et Paris. Donc, effectivement, ça a essaimé, et maintenant, il y a des petits. Donc, la parole est portée. Isabelle ? Je vais reprendre un peu tout ce qui a été dit. Moi, dans 10 ans, la consécration de la donnée de santé, c'est quand dans les 15 minutes de consultation que vous avez avec votre médecin, il a passé 2 minutes contre je ne sais pas combien aujourd'hui, où il se bat avec un ordinateur, il regarde tous vos papiers, il ouvre la fameuse mallette. Et au bout de 14 minutes et demie, il pose un diagnostic. Moi, ma vision, c'est que dans 10 ans, sur les 15 minutes, en 2 minutes, il a posé son diagnostic parce qu'il y a un outil quelque part qui l'a très fortement orienté. Et puis, en fait, les 13 minutes suivantes, il va réfléchir à comment vous soigner et vous accompagner. Voilà, je vous avais dit que c'était la meilleure conférence de ces 2 jours. Est-ce que je peux me permettre de oui, faire oui. une petite publicité Bien pour sûr. le fameux rapport Marchand-Harvier. Donc, je l'appelle. Donc, il s'appelle « Fédérer les acteurs de l'écosystème pour libérer l'utilisation secondaire des données de santé ». C'est un rapport interministériel, donc une commande ministère de la Santé et de la Prévention. Donc, c'était à l'époque François Braun qui avait fait la commande. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministère de l'Économie, des Finances, de l'Industrie et de la Souveraineté. Et donc, c'est un rapport qui essaye d'aborder justement de manière la plus exhaustive possible cette utilisation secondaire des données de santé et de proposer 37 recommandations qui, on l'espère, vont permettre d'aller plus vite et mieux. Et qui positionne clairement le Health Data Hub au sein de cet écosystème et qui lui donne un rôle précis que vous pourrez retrouver. Donc vous arrivez en retard et vous dépassez le temps, c'est ça. Voilà, je pense qu'on peut les remercier et les applaudir. Merci. Merci.